ni sur l'Ukraine, ni sur rien. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a effectivement un accord il y a plusieurs accords entre la Russie et l'Iran, notamment sur le nucléaire civil. Sur le nucléaire civil, d'ailleurs, qui spécifie qu'il n'y a pas si jamais l'Iran voulait obtenir l'arme nucléaire, la Russie se retirerait de toute coopération nucléaire, y compris civile. Donc d'ailleurs, c'est vrai que la Russie pourrait être le garant en fait d'un accord potentiel sur pourquoi pas l'enrichissement sous contrôle russe. Il y a des tas de choses qui pourraient être faites grâce à la Russie. Et il y a un accord de défense très limité qui dit qu'en gros, si un pays attaque l'Iran, si un pays attaque l'Iran ou la Russie, celui qui n'est pas attaqué ne fournira pas d'aide à celui qui attaque l'Iran ou la Russie. Donc en fait, la Russie est très peu engagée. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est que d'ailleurs le dénouement de cette crise est finalement arrivé 2 jours après que le ministre des Affaires étrangères iranien soit allé à Moscou. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que effectivement Moscou a joué un rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Mais ça, encore une fois, c'est une hypothèse qu'on peut faire par rapport à ce qu'on observe. Mais globalement, il n'y a pas de déclaration officielle comme quoi, si vous continuez, on va vous rentrer dedans. Et la Russie aujourd'hui, elle a d'autres chats à fouetter. L'Ukraine mobilise beaucoup de ses ressources et elle n'a pas envie d'une guerre mondiale non plus. Et en plus, je pense que ce n'est pas la peine. Pour la simple et bonne raison que si on partait dans une guerre de longue durée, l'Iran a un gros avantage sur Israël et les États-Unis parce qu'elle a un armement beaucoup moins cher. Et donc là, je regardais les chiffres officiels qui ont été publiés par le Pentagone. Il y a une quantité incroyable de missiles antimissiles THAAD qui coûtent 12 millions de dollars le tir. Et donc la marine américaine, les Israéliens en ont tiré un nombre considérable qui fait que c'est déjà plus tenable. Donc sur Bloomberg, il y avait un article où le ministre des Finances, Smotrich, qui en plus pourtant est un fanatique, un fou furieux, et déclarait que ce qui avait été détruit par les Iraniens pour le reconstruire coûterait 3 milliards et que recompléter les stocks, il y en aurait pour 12 milliards. Donc combien est-ce que ça va coûter aux États-Unis, eux, recompléter leur stock? Donc je pense aussi c'est pour ça que Trump a dit fini la plaisanterie. Vous m'aviez promis un changement de régime, il n'a pas eu lieu. Et là maintenant on est parti sur une guerre de long terme et Israël va la perdre. Et puis nous on n'a pas les moyens. Je pense qu'aussi beaucoup de stocks en fait d'armement ont été vidés en Ukraine. Je pense que c'est pour ça que Trump, contrairement à ce qu'il avait promis, veut une augmentation du budget de la défense parce qu'il y a des tas de choses. Il y a la flotte américaine et dans des problèmes techniques énormes. Il y a des tas de projets qui marchent pas. Le F-35 ça marche pas. Il faut sans arrêt être en train de le réparer. On va voir. Est-ce que s'ils envoyaient les B-2 au-dessus du ciel russe, ils pourraient survoler le ciel russe impunément? Je pense pas. Le ciel chinois non plus. Donc là, ils ont attaqué un pays qui est quand même limité, on l'a vu, en système antiaérien, et ils l'ont fait qu'une fois. On se souvient quand les Serbes ont détruit le F-117, donc c'était en mars, je crois, en mars 1999. Eh bien, c'était au bout d'un certain nombre d'utilisations. Donc là, une utilisation ponctuelle du B-2 sur un pays qui n'a pas les moyens réels de détruire ce genre d'avions qui volent très très haut ne veut pas dire qu'il est vraiment aussi miraculeux. Et de toute manière, ils les ont utilisés une fois, mais c'est un avion qui coûte 2 milliards de dollars. Et en plus, si jamais un seul se faisait abattre au-dessus du ciel iranien, ça serait la même chose que le F-117 sur la Serbie. C'était un avion abattu, il est retiré du service. Il est invendable, c'est fichu, quoi. Et donc, ce qui montre aussi que les technologies furtives utilisées ne sont pas si furtives que ça. Donc, en faisant ça, Trump a pris un risque. Bon, le risque, je pense, à payer, même si d'ailleurs il y a des gros doutes sur ce qu'ils ont vraiment détruit au sol. Mais le risque à payer parce que ça a permis à Trump de faire ce qu'il avait fait également en avril 2018, où je me trompe toujours sur la date 2017, sur la Syrie. C'est-à-dire, il arrive. Il bombarde un grand coup, il dit voilà, ça y est, j'ai fait ce que j'ai fait, ils ont compris, on passe au... Mais en tout cas, ce qui était très intéressant, c'est qu'il a fait plier Netanyahou. Il a dit voilà, ça y est, c'est fait. Visiblement, il y avait des accords qui étaient passés avec les Iraniens. D'ailleurs, les Iraniens ont riposté quand même sur une base américaine. Même s'il n'y avait plus rien,
C'est une base américaine, c'est le territoire américain. Les Iraniens ont bombardé et les Américains n'ont pas répondu par la force. C'est quand même, de ce point de vue-là, une victoire iranienne. C'est-à-dire, et je pense parce qu'il y a eu une prise de conscience de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que la capacité d'utiliser des armes pas chères en masse sur Israël, eh bien, a calmé tout le monde. Et finalement, on est dans le même rapport de force qu'on a en Ukraine, sauf que là, les Russes en plus ont la technologie. Donc mais les Russes peuvent produire massivement bon marché des armes, mais qui en plus technologiquement dans beaucoup de domaines finalement sont supérieures à celles de l'OTAN. Ce que l'OTAN a de supérieur à l'armée russe, hein, c'est Starlink essentiellement. Et c'est vrai que mais le problème c'est que les Russes utilisent Starlink maintenant. J'en ai vu quand je suis allé sur le terrain, on était accueillis dans une unité qui se trouvait à côté du site humanitaire où on était. Et ils nous ont montré leur Starlink. Alors en fait, Vladimir Poutine avait déjà dit tout le bien qu'il pensait de Donald Trump, que c'était quelqu'un de courageux à l'époque où il n'avait pas encore été investi président. Donc en fait, c'est pas nouveau l'estime de Poutine pour Trump. Il s'en est jamais caché. Il l'a dit avant l'élection, donc c'était pas pour faire plaisir au président élu, mais il l'a toujours dit. Et ça se voit d'ailleurs dans le langage du corps quand ils se rencontrent. On voit quand ils se rencontraient à l'époque où Trump était président dans son premier mandat, ça se voyait qu'il y avait une estime mutuelle, une sympathie qui n'était pas surjouée comme quand Macron salue Zelensky par exemple. Ils en font pas des tonnes, mais on voit que c'est sincère. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il a évoqué en fait ce que fait Trump du point de vue de sa politique intérieure et de sa politique étrangère. Et il a dit qu'il comprenait ce qu'il faisait, et en quelque sorte il l'approuvait, parce que pour Vladimir Poutine aussi, tout ce qui est valeur traditionnelle est extrêmement important. Donc il voit la guerre que fait Trump contre le lobby wokiste, LGBT, etc., etc. Et donc ça il l'approuve. Et également ce qu'il essaie de faire en politique étrangère, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit en Ukraine. Simplement, il a dit, ça pour moi c'est extrêmement important, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Youssef Indy, il a dit qu'il comprenait que c'était extrêmement difficile pour Donald Trump, que c'était moins facile qu'il n'aurait pu l'imaginer. Et c'est-à-dire qu'en fait, il a très bien compris que l'opposition de Trump à l'intérieur des États-Unis était ce qui l'empêchait d'avancer sur les dossiers. Que ce soit vis-à-vis du Moyen-Orient, même si là il a réussi une espèce de coup assez remarquable, ou que ce soit bien sûr en Ukraine, où là il doit, en fait Trump est face à l'État profond américain qui utilise les plus gros États européens, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, pour saboter toute tentative de négociation de solution pacifique de cette guerre donc qui oppose en fait disons-le la Russie à l'OTAN sur le territoire ukrainien. Et donc je pense que ça on est sur une phase très intéressante, et c'est vrai que c'est quelques mots sur Trump de la part de Vladimir Poutine en disent long sur la compréhension de par Vladimir Poutine, de ce qui se passe réellement aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un véritable affrontement entre les néoconservateurs, en gros le Parti démocrate et les traîtres républicains, et face aux paléoconservateurs qui sont représentés par Trump et dont effectivement l'action semble chaotique, mais finalement là par exemple sur ce qui s'est passé au Moyen-Orient, on peut discuter, est-ce que ça a été touché, pas touché, le résultat est là, on a arrêté l'escalade, et là Trump a un projet pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza, paraît-il, on va voir, voilà, et puis en plus évidemment c'est une défaite en race campagne pour Netanyahou que Trump n'aime pas, et en plus Netanyahou qui doit avoir, alors normalement ça doit être lundi, mais il a demandé un report du tribunal, son procès pour corruption qui va commencer en Israël. Donc c'est l'espoir aussi de se débarrasser de ce dingo et de mettre quelqu'un de plus raisonnable. D'ailleurs, on voit très bien, j'avais parlé notamment dans mon bouquin Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, le prédécesseur Netanyahou, alors même si lui aussi il aimerait bien
bien faire la peau des Palestiniens, faut pas se cacher. Mais globalement, il était quand même beaucoup plus pragmatique et il avait essayé de jouer un rôle. Naftali Bennett, hein, c'était le prédécesseur de Netanyahou. C'était lui qui était aux commandes au Premier ministre en 2022 et il avait essayé d'être le médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Et d'ailleurs, il avait dit après publiquement que, en gros, ça avait bien avancé, les négociations d'Istanbul, et que c'était Johnson, les anglo-saxons, en gros, c'est-à-dire l'administration Biden et Johnson, qui avaient débarqué à Kiev pour lui dire « Vous faites pas la paix, on va vous donner les armes et vous allez les battre ». Et donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des gens plus raisonnables. En Israël, contrairement, enfin, donc, même ceux qui aiment bien Israël, il ne faut pas soutenir Netanyahou. Netanyahou ne rend aucun service à Israël, loin de là. Et on peut espérer avoir arrivé des gens plus raisonnables si c'est pas le cas. On a compris que Gaza, ça avait complètement raté, le Liban, ça a complètement raté, et puis là, cette opération sur l'Iran, ils ne sont pas passés loin de la catastrophe. On commence à voir le résultat des tirs, de combien ça a coûté, et tout ça officiel, hein, combien ça a coûté sur Bloomberg. Et encore, à mon avis, les estimations qui sont déjà élevées, sont sous-estimées, et on comprend bien que finalement Netanyahou est allé chercher Trump en lui disant bon, faut que ça s'arrête, faites comme vous voulez, mais faut que ça s'arrête. Donc la phase est intéressante, et Vladimir Poutine l'a compris. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Trump est quelqu'un de tout à fait rationnel, et d'ailleurs ce qui était intéressant, c'est également en fait Poutine est quelqu'un de tout à fait rationnel, et en fait ce que j'avais dit sur les armées otano-kieviennes et l'armée russe est vrai. Les Russes font des maths, les otano-kieviens font du marketing. J'imaginais le tableau de Gerasimov, qui commande les forces russes en Ukraine, qui avait son tableau. Poutine lui a dit il faut gagner la guerre, il faut libérer les territoires occupés par Kiev. Et ben Gerasimov a pris son tableau Excel, il a dit bah voilà, j'ai besoin de tant de personnes, donc faut à tel moment, donc faut mobiliser tant, j'ai besoin de recruter tant de personnes, j'ai besoin de tel matériel, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Si jamais l'OTAN fait ça, j'aurais besoin de ça, et ainsi de suite. Donc Gerasimov, il a son tableau Excel et il a anticipé tous les mouvements possibles et inimaginables que pouvait faire l'OTAN. Sachant que derrière, il y a une parfaite connaissance des Russes de l'OTAN. C'est-à-dire que contrairement à l'OTAN qui ne connaissait ni l'armée russe ni l'économie russe, en fait les Russes connaissent toutes les forces et les faiblesses de ce qu'ils ont en face d'eux, y compris les forces, et ils les respectent d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent à s'adapter rapidement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une sous-estimation des capacités de l'OTAN. Et donc en fait les Russes font des maths, et en fait il y a du marketing. Et donc, alors comme l'armée ukrainienne recule depuis novembre 2023, en gros, hein, à part l'opération Kursk qui n'a fait qu'accélérer d'ailleurs pour finir la défaite, qui va sans doute d'ailleurs peut-être apporter une nouvelle région à la Russie, qui est la région de Soumy, eh bien l'OTAN fait du marketing. L'opération fait contre les Tupolev 95, là avec les drones cachés dans les containers, c'est du marketing. Ça n'a eu aucune influence sur le terrain, je dirais c'est même pire, c'est-à-dire que les Russes, comme à chaque fois que Kiev franchit un niveau, on se souvient que les Russes n'ont pas attaqué les infrastructures énergétiques critiques jusqu'à ce que les Kieviens fassent sauter un camion sur le pont de Crimée. À partir de là, c'est là que tout d'un coup on a vu arriver les calibres, les Kinjal, ça a ouvert la porte en fait à une riposte qui est bien plus grave pour les opérations sur le terrain que ce que ça a pu causer la destruction de 8 Tupolev 95 tout partiel qui sont finalement des vieux avions. Les Russes en ont une cinquantaine et qui seront remplacés, qui ne remettent pas en cause la dissuasion nucléaire ni même dans le bombardement. Les Russes ont fait un malin plaisir de bombarder. Aujourd'hui, c'est quasiment tous les jours que les Russes bombardent les infrastructures critiques ukrainiennes. Et ils ont évidemment déployé des Tupolev 95 avec des missiles X-101 pour bien montrer, les amis, ce que vous avez fait un gros coup de marketing, mais globalement, ça ne remet pas du tout, ça n'aura aucune influence sur le terrain. Et ça n'en aura aucune. Comme tous les bombardements un peu spectaculaires qu'on avait vus, notamment en 2024, sur les raffineries de pétrole russes. Et à la fin, quand on a vu, et encore une fois c'est Bloomberg, c'est pas moi, quand on a fait le point des revenus pétroliers des hydrocarbures russes sur l'année 2024, ça va augmenter par rapport à 2023. Donc ces incendies spectaculaires, finalement, n'ont pas d'influence. Mais c'est du marketing.
Et ça permet de vendre des succès donc à l'Occident collectif, aux populations qui comprennent maintenant plus du tout qu'est-ce qu'on est en train de faire en